Bonjour à Kaya, bonjour à Tenkodogo et à Garango. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV. Une audience toute sportive constituée d'échanges directs avec le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, présent dans notre prétoire aujourd'hui. Bonjour Monsieur Bansé, merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Comment va le football burkinabé? Quel point peut-on faire du championnat national? Quid des divisions d'il y a quelques mois au sein de la fédération? Et quelles ambitions pour les prochaines campagnes africaines et mondiales? Les juges du tribunal de l'actualité jugeront notre football et son instance de gestion au cours de cette audience. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomongi, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur la télé interactive Tri TV et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine. Une audience qui démarre, comme vous le savez, avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant-propos des juges pour cette dernière audience de la semaine et on commence avec vous, Geoffroy Vara. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner le point fait par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers concernant leurs interventions le long de l'année 2022, mais aussi sur les périodes de fin d'année, parce qu'on sait que ce sont des périodes où le cœur à la fête, la prudence n'est pas forcément la priorité de tout le monde. Et souvent, des moins jeunes, c'est un peu plus compliqué. Et de ce qu'on sait, de ce qu'ils nous ont partagé, on a eu en gros 129 interventions, dont 105 pour des cas d'accident de la circulation, rien que pour le 1er janvier 2023. Vous comprenez ce que cela voudrait dire. Et quand on prend la période des 24, 25 et 31 décembre, 230 interventions ont été effectuées pour secourir 255 victimes, dont 197 victimes d'accidents de la circulation, 13 décès déplorés durant ces 3 journées. Donc, quand vous voyez, à chaque fois qu'on répète que la période des fêtes, là, faites attention, c'est jamais trop que de le répéter. Maintenant, il faut saluer aussi ces messieurs-là qui, ce jour-là, n'ont pas le cœur à la fête, sont vraiment au boulot, mais plus que de proportions habituelles. Et c'est saluer l'engagement qui est le leur, ce sacrifice, mais aussi ce travail-là sans lequel on aurait eu des dommages beaucoup plus importants. C'est vraiment dire chapeau à eux et puis rappeler à nous tous là que la fin d'année, c'est bien, on veut accueillir une nouvelle année. La meilleure façon de l'accueillir, c'est de bien se comporter, de bien se tenir, d'être prudent pour soi et d'être prudent pour les autres. On est déjà en 2023, n'oubliez pas ça, on va vous rappeler ça encore en décembre, vers la fin décembre de cette année. Mais encore bravo aux sapeurs-pompiers. Bravo aux sapeurs-pompiers. Il ne faut pas attendre d'ailleurs décembre pour le rappeler aux usagers de la route. C'est une attention qu'il faudrait avoir à tous les instants. On avait même espéré qu'il y aurait moins de cas d'accidents avec la crise du carburant. Et bien voilà, il faut quand même faire attention à tout cela. Juge Bernard Bougma, votre avant-propos du jour. Merci président, vous me faites parce qu'effectivement, bon, les uns et les autres se disaient que comme il y a la crise du carburant, il y aurait moins de déplacements. Bon, sur les probables accidents, on était sauvés, mais bref. Ok, pour venir à mon avant-propos, rapidement, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui invite le président Assimi Goïta, et ça fait des gorges chaudes de part et d'autre parce que, bon, chaque camp a ses supporters, mais Alassane Ouattara, c'est un bon joueur. Donc il faut trouver un moyen pour vraiment arrondir les angles et passer l'éponge et laver un tant soit peu l'affront qui a été subi compte tenu de l'affaire des militaires maliens. L'homme s'était efforcé de reconnaître qu'effectivement il y a eu, sur le plan administratif, il y a eu des erreurs. Alors que dès le départ, même ceux qui disaient que certainement ça doit être des erreurs administratives, mais pas des mercenaires envoyés en tant que tels, c'était pas bien accepté du côté d'Abidjan. Bref, tout est rentré dans l'ordre et dans le discours, ils sont nombreux qui ont remarqué que parmi les remerciements, le facilitateur a été remercié, le peuple malien, mais pas le président malien lui-même. Donc, rebondissement encore. Donc, c'est dans ce cafouillage-là qu'on apprend qu'il est invité pour une visite officielle.
l'une des caractéristiques également du Goïta, c'est qu'il se déplace très peu. C'est un président qui voyage rarement. Donc peut-être officieusement, mais de façon officielle, il ne sort pratiquement pas. Donc, une main tendue, est-ce que elle sera saisie ou pas, alors qu'entre les deux, il y avait eu l'arrondissement des Angles également que Goïta avait fait une année lors de la fête de Tabaski, où il avait envoyé des béliers à Alassane Ouattara pour la fête de la Tabaski. Donc, c'est le Mali qui a envoyé à la Côte d'Ivoire. Non, c'est Assimi Goïta qui envoie son aîné à titre personnel. À titre personnel. Donc, voilà. Mais bon, c'est les deux pays, mais voilà, ça c'est certainement lié à la tradition mandingue et tout. Bon, bref. Mais pour revenir effectivement à cette invitation, est-ce que Goïta va y aller ou bien il n'ira pas? Ça certainement, ça reste à savoir. Dernier avant-propos, parce que j'ai dit c'est deux. Pour aller très rapidement, c'est le CAMES qui a maintenant un nouveau secrétaire général, parce que l'autre était décédé. Donc il prend la maison au moment où effectivement il y a une crise qui secoue la maison. Il prend cette maison au moment où certains États ne font plus confiance à la maison et se sont même retirés comme Madagascar. Et il a même dit dans son discours, c'est de travailler à ce que effectivement les États puissent renouveler leur confiance vis-à-vis du CAMES pour redorer l'image du CAMES. En tout cas, bon vent à lui, beaucoup de courage à lui et vivement que tout rentre en ordre, parce que ce qui se dit sur cette maison, c'est pas également joli à entendre pour une entité continentale. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Il faut véritablement redorer le blason du CAMES, mais vous le savez aussi très bien, Assimi Goïta ne sautera pas dans le premier avion pour aller à Abidjan. Mais c'est déjà bien que les relations entre les deux pays se pacifient et c'est une bonne chose pour toute la sous-région. C'était la séquence avant-propos des juges de cette audience du tribunal de l'actualité qui reçoit pour vous aujourd'hui Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Et voici, en guise d'échauffement à ce match qui va se jouer tout à l'heure, eh bien, voici la fenêtre des généralités. Bernard Bougman. Alors, généralité, c'est comme avant la maison. La fédération, la maison Fédé Burkina appelée la CAN. Actuellement, c'est une saison sèche, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, il y a moins d'attention par rapport au moment où il y avait la CAN ou quand les éliminatoires sont serrés. Actuellement, comment va la maison? La maison se porte plutôt bien, je pourrais dire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, après la crise que nous avons connue, nous avons ensemble fumer le calumet de la paix. Et vous savez que le football, c'est un sport de passion où on a forcément des divergences. Et je disais tout à l'heure à un ami, c'était hier, pardon, on a 20 millions d'entraîneurs, on a 20 millions de présidents, on a 20 millions de comités exécutifs, chacun a son point de vue sur telle ou telle situation à la fédération. C'est tout à fait normal que ces choses arrivent, mais en toute responsabilité, je pense qu'il faut avoir le courage, n'est-ce pas, de prendre le taureau par les cornes et résoudre les problèmes et puis passer à autre chose. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Après cette crise aussi, il y a eu la répartition de l'argent qui est venu après la CAN. En général, comment ça se passe? C'est une question que nous avons discutée en comité exécutif, puisque c'est l'instance suprême de la fédération et c'est là-bas que nous avons décidé, bien entendu, de la répartition de cette manne financière. Mais malheureusement, les gens n'ont retenu que ce que les membres du comité exécutif ont reçu. Sinon, en réalité, les clubs aussi ont reçu, les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3, les clubs féminins. Nous avons donc, je pense, pas moins de 200 millions, je pense, même les ligues, les districts qui ont été partagés. Les étalons aussi ont eu plus de 220 millions, je crois 222 millions. C'était des reliquats de primes donc, que nous avons donnés aux étalons. Et il faut savoir qu'au niveau de la fédération, ça fait 2 ans que nous n'avons pas la subvention de l'État. Et nous étions presque en difficulté avant de commencer le championnat passé. Et ce championnat-là qui commence. Et nous avions été obligés à l'époque donc de contracter un prêt auprès d'une banque. Je peux donner le montant, 300 millions. Pour pouvoir commencer le championnat. Et commencer le championnat, c'est l'organisation. L'organisation, c'est quoi? Vous savez que c'est nous qui payons les frais de transport, les frais d'hébergement chaque semaine pour chaque club.
pour chaque journée. C'est des sommes très importantes. Nous donnons aussi ce qu'on appelle la subvention, qui est de 15 millions par club de D1, 5 millions pour le D2, les féminins, etc. sont concernés. Ça fait 500 millions, plus de 500 millions de subventions que nous donnons au club. Donc avant de commencer le championnat, il a fallu donc honorer, si vous voulez, ces échéances-là. Donc c'est ce prêt de 300 millions que nous avions pris au retour de la CAN, donc qui ont permis de débuter le championnat et de ne pas l'arrêter, parce que nous avons estimé que il n'était pas bon dans le contexte actuel de donner un mauvais signal en arrêtant le championnat, parce que c'était très dangereux, non seulement pour les sportifs et les jeunes qui ont besoin de s'exprimer, mais c'est aussi, je pense, l'image du Burkina qui prend un coup. Donc en toute responsabilité, donc, nous avons contracté ce prêt. Donc quand vous contractez ce prêt et que vous n'avez pas de revenus et que vous avez cette manne, bien sûr, ça va vous aider. Et c'est ce qui s'est passé. Et rapidement, 1,2 milliard, ça va très vite avec les dépenses que nous avons au niveau de la fédération. Mais les gens n'ont retenu que ce que nous avons donné aux membres du comité exécutif. Mais vous savez, les membres du comité exécutif, c'est vrai qu'ils sont bénévoles, mais ils assistent à des activités de la Fédé avec leurs propres moyens. C'est vrai qu'avec leurs propres moyens, leurs propres véhicules, parfois, ils font des sacrifices. Ils sont là-bas à la Fédé. Il y en a qui délibèrent, il y en a qui sont là-bas pour des activités, etc. etc. Donc, nous avons estimé qu'il était bon quand même de pouvoir les dédommager pour tout ce qu'ils font depuis ces longues années. Il y en a qui y sont, pas seulement depuis que je suis là. Il y en a qui y sont depuis une dizaine d'années, etc., etc. Et comme je l'ai dit à la télé la dernière fois, c'est un de vos confrères, lorsque je calcule, ça fait quoi, 22 millions que nous avons donné aux membres du comité exécutif sur 1,2 milliard. Ça fait 0,001%. Et dans les autres pays, je ne veux pas les citer. Vous avez vu dernièrement au mondial, il y a certains pays où les membres du comité ont eu 200 millions. Bon, à la sortie de la CAN, des pays bien classés ont eu parfois, je dirais, 10, 20 millions chacun. Je crois qu'au Burkina, nous avons cette qualité-là, et je le répète et je le dis, c'est la responsabilité. Et au comité exécutif, nous l'avons assumé. Nous avons estimé que 1 million, c'était raisonnable. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que je ne le regrette pas, parce que j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi, qui font des sacrifices. Et en tant que président, si nous avons l'occasion de temps en temps de pouvoir, n'est-ce pas, je dirais pas les dédommager, mais de pouvoir les motiver, les encourager et faire des gestes je le fais. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que c'est vrai que c'est bénévole, mais il ne faut pas aussi que les gens en y allant prennent toutes les ressources. Ils ont aussi des familles. Il ne faut pas qu'ils perdent en allant travailler en allant à la fédération pour leur passion. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Dernière question de généralité. Entre vous et Sita Sangaré, c'est fini maintenant? Je ne pense pas que ce soit là le problème. Nous avons travaillé ensemble pour arriver là où je suis. Il y a eu des divergences. Ce sont des divergences qui arrivent entre humains, mais je ne désespère pas que un jour, c'est la vie, on se retrouve pour d'autres ambitions. La vie, c'est comme ça. Ça va, ça vient. On peut aujourd'hui ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets et demain, on peut l'être. C'est l'expérience de la vie que j'ai. Geoffroy Bara. Mais comme on est dans les généralités, je pense que c'est en octobre, hein, si ma mémoire est bonne, que vous avez fêté les 2 années de votre mandat, c'est ça? En août 2022. Voilà, en août. C'était parce que oui, c'est vrai, c'était en août. Quelle impression vous avez? Les 2 premières années, elles ont été, pour beaucoup de Burkinabés, marquées plus par les petites brouilles qu'il y avait en interne. C'est ce que les Burkinabés ont beaucoup plus gardé qu'autre chose. Est-ce que ça n'a pas vraiment plombé, quoi qu'on dise aussi, ce que vous aviez comme vision pour cette fédé-là? Alors le juge, il est gentil, il dit petite brouille, mais moi j'estime que c'est une grande brouille. Comme c'était le féminisme. L'essentiel, c'est que nous sommes arrivés à
régler ça et à passer à autre chose et à voir l'avenir autrement. C'est vrai que forcément, quand les gens ne s'entendent pas, ça a des conséquences sur votre action, ça a des conséquences sur les ambitions que vous avez, ça a forcément des conséquences sur toute l'activité. Mais bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est réglé et que nous avons encore 2 ans. Et je pense que si nous accélérons bien sûr la cadence, on pourrait bien sûr obtenir le résultat. Du reste, c'est vrai. Je pense que lorsque vous arrivez et que vous voulez faire des réformes, vous savez, le Burkina c'est un pays extrêmement compliqué et difficile. Les gens veulent les réformes quand ils en parlent. Mais lorsque ces réformes-là s'appliquent à eux, ils n'acceptent pas. C'est un peu ça la difficulté lorsque vous voulez réformer. Vous savez, lorsque vous avez des ambitions, vous voulez changer les choses, les gens ne vous suivent pas toujours ou ne sont pas toujours au même rythme que vous. Parce que vous voulez avancer vite, vous voulez avoir des résultats, mais aussi il faut avoir la lucidité de comprendre qu'on travaille avec des humains et qu'ils ont des sentiments et qu'ils peuvent ne pas vous suivre. Donc il ne faut pas non plus forcer la marche, il faut avancer ensemble avec tout le monde. C'est vrai qu'on peut ne pas avancer très vite, mais au moins il y a la sérénité. Et je crois que c'est la grande leçon que je tire un peu de cette expérience de ces 2 ans-là. Il faut avancer avec le maximum de personnes. Du reste, quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai voulu. J'ai tendu la main tout de suite à mon challenger, à tous ceux qui n'avaient pas voté pour moi. Mais ça a été difficile parce que beaucoup dans mon camp n'ont pas compris que je puisse, si vous voulez, avancer de la sorte. Je le comprends, parce que nous avons travaillé ensemble pour arriver là où nous sommes. Mais en même temps, lorsque vous êtes un responsable, et vous savez, pour arriver à une présidence, vous arrivez avec un groupe forcément qui croit en vous et qui vous porte à la présidence. Mais lorsque vous arrivez à la présidence, il faut avoir la lucidité aussi d'aller chercher au-delà de son camp. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est vrai qu'ils n'ont pas voté pour vous, mais il reste quand même des acteurs majeurs de l'activité, du sport, du football. Donc il faut forcément trouver, si vous voulez, un mécanisme qui permet d'intégrer tout le monde pour avancer. Et c'est ça qui a été mon ambition dès le départ. Ça a été difficile, ça n'a pas été compris, mais je pense qu'on va y arriver. L'essentiel, c'est ça, c'est que tout le monde, on arrive à créer cette union sacrée-là autour de notre football, surtout autour des étalons que le Burkinabé aime tant et chérisse tant, parce que c'est l'emblème, c'est le fanion, c'est le drapeau du Burkina. Et nous avons une grande responsabilité que nous assumons, c'est-à-dire faire rêver les Burkinabés, créer du bonheur pour eux, pour que dans ce contexte difficile-là, ils aient quelque chose à quoi s'accrocher et espérer. Et je pense qu'aujourd'hui, les étalons jouent ce rôle-là. Et c'est ce que nous avons compris. Oui, allez-y. On lance comme on est dans les généralités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. On aborde nous sur d'autres plateaux aussi, sans vous, mais avec d'autres acteurs, votre gestion. Et ce qui revenait très souvent, c'est que si ça coince, c'est parce que le président, il a une gestion solitaire. Si ça coince, c'est parce que le président, c'est un monsieur qui aime le passage en force. Quand il veut quelque chose, en tout cas, c'est difficile de l'en écarter, même quand vous parlez. Est-ce que ça n'a pas été ça aussi le problème, ou bien vous faites un mauvais procès? Non, il y a un peu de vrai dedans, il y a un peu de faux, il y a du blanc, il y a du noir, c'est gris, ce n'est jamais ce que les gens peuvent dire. Chacun a son style, chacun aussi a sa façon de voir les choses. Je ne pense pas que ce soit là le problème. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à la question en disant que lorsque vous voulez faire des réformes, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu ça, peut-être parfois le problème. Mais dire que le président fait un passage en force, ça peut arriver de temps en temps, parce que dans la gestion du pouvoir aussi, il y a des moments aussi il faut prendre ses responsabilités, avec toutes les conséquences qui vont avec. Parce que on a besoin de résultats tout de suite. Je crois que les Burkinabés, c'est ce qu'ils nous demandent. Et vous l'avez vu avec les étalons, c'est vrai qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais je ne regrette pas, nous ne regrettons pas pour certains d'avoir pris ces décisions. Vous voyez que déjà, on sent déjà une évolution au niveau des étalons, il y a un changement. C'est à la suite d'un diagnostic que nous avons fait, c'est pour ça que nous avons voulu opérer ces changements-là. À la suite d'une CAN, on a été 4e. Bon, les gens disent que c'est bien, mais moi je dis que c'est pas arrivé. On a été 4e 2 fois,
on a été 3e, on a été 2e. Bon, maintenant il faut passer à autre chose. Quand les gens disent qu'on est 4e, c'est bon, eh ben, c'est parce que c'est le Burkina. On dit oui, le Burkina, sa place, c'est la 4e place. Si vous écoutez bien, c'est ce que certains disent à l'international. Le Burkina, vous avez été 4e, ouh là là, c'est parfait, c'est beau, c'est inespéré pour vous, c'est votre place. Moi, je dis en tant que président, c'est pas notre place. Notre place, c'est d'être ambitieux. C'est d'être ambitieux là où nous sommes. C'est d'être ambitieux pour notre pays, c'est d'être ambitieux pour notre peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, si on prend les décisions qu'il faut, si on travaille comme il faut, on peut gagner la CAN. Pourquoi pas? Même si on ne la gagne pas, on aura au moins fait rêver le Burkinabé. Et je crois que notre rôle, c'est aussi de ça, c'est de faire rêver le peuple. Notre rôle, c'est de faire rêver les peuples. C'est le tribunal de l'actualité. Le tribunal de l'actualité qui reçoit pour vous aujourd'hui, donc, au cours de cette dernière audience de la semaine, Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Vous avez beaucoup parlé de réforme. En 2 mots, qu'est-ce que vous voulez réformer au niveau du football national? Non, c'est d'abord la gouvernance. Je pense que elle est très importante. Il faut qu'on puisse instaurer une gouvernance, je dirais, vertueuse. Et ça, c'est important. Et il faut aussi que les sous, je peux exprimer aussi, que nous recevons aillent là où il faut, c'est-à-dire dans le football, et surtout au niveau des clubs, des joueurs, etc. Et je pense qu'il faut l'argent doit aller aux acteurs de notre football. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut associer le maximum possible les acteurs de notre football jusqu'à la base. Et c'est ce que nous essayons de faire, si vous avez remarqué. Vous voulez dire que ça ne se faisait pas avant votre arrivée? Non, je ne suis pas là pour un procès, mais même si ça se faisait, il faut encore le faire plus. Il faut le faire mieux. Il faut le faire de sorte que ça colle aux attentes de ceux qui nous ont élus. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez, il n'y a pas que le comité exécutif. Il y a les clubs, il y a les ligues, il y a les districts. Donc j'essaie de faire bouger tout ce monde-là pour qu'ils puissent être associés à cette gestion. C'est pas évident, c'est pas facile, parce que bon, c'est peut-être que c'est pas compris de cette façon. Mais si nous voulons que notre football évolue, il faut qu'on arrive à intégrer tout le monde pour avancer. C'est un peu ça notre ambition. Oui, Bernard Bougman. Oui, effectivement, vous dites que c'est d'intégrer une bonne gouvernance, changer la gouvernance. Mais vous aviez également d'autres projets de réforme, parce qu'on avait parlé de la relecture des textes au niveau de la Fédé. Aujourd'hui, cette relecture est à quel niveau? C'est vrai que vous avez assisté à l'élection passée, ça avait été très très compliqué. C'était suite à des textes qui avaient été mis en place et que nous avons expérimenté. Donc nous nous sommes rendus compte qu'à l'épreuve, dans l'exercice de la présidence, que ces textes-là posaient problème dans certains de ces aspects. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de contradictions dans ces statuts-là. Je crois que tous ceux qui sont acteurs de notre football aujourd'hui le savent. Et nous avons mis en place déjà, juste avant les fêtes de Noël, donc une commission qui va procéder avec un président, qui va procéder à la relecture des textes. Et je pense que au cours de ce mois de janvier, très rapidement, cette commission-là va se réunir pour regarder comment nous trouver des textes consensuels qui ne sont pas porteurs de conflits et qui puissent aussi nous permettre d'avancer. Quels sont les aspects des textes qui posent véritablement problème? Parce que vous nommez des gens, après pour les enlever c'est compliqué. Quels sont les aspects, les goulots d'étranglement au niveau de ces textes-là? D'abord, il y a le code électoral. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut certainement revoir. Il y a aussi, je pense, les points qui sont accordés à différentes catégories de notre football, les clubs, les ligues. Bon, je crois que là aussi, il y a beaucoup de débats dessus. Il faudra trouver le juste milieu pour voir quel poids donner à chaque entité de notre football. Mais ce que nous avons constaté, pour répondre à votre question, c'est que au niveau de ces textes-là, vous avez des articles
qui sont en contradiction avec les uns avec les autres. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez un article qui dit que le président a le pouvoir de faire cela. Et après, vous avez un autre article qui interdit de le faire. Il y a un autre article qui permet à d'autres personnes d'intervenir. Bon, finalement, on ne sait pas où on en est. Donc, il y a beaucoup de, si vous voulez, de soucis comme ça, voilà, d'incohérence. Donc, il y a si vous voulez, ces astuces, il faudra avoir une ligne claire, savoir où on va. Vous voyez, donc je pense que ça, la commission le sait, elle va se pencher dessus et nous faire, si vous voulez, des statuts simples. Parce que les statuts que nous avons là, il y a tellement d'articles, c'est tellement compliqué à interpréter. Et ce qui va nous arranger dans cette affaire, c'est qu'au niveau de la CAF et de la FIFA aujourd'hui, et ça je pense que c'est une bonne chose, il y a un projet de statut commun pour les fédérations. Pour uniformiser. Pour uniformiser. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, c'est les statuts qui ont posé problème et qui ont retardé les élections, de sorte que la FIFA a fini par mettre en place un comité de normalisation. Vous savez qu'en Guinée, c'est pareil. Bon, au Tchad, c'est pareil. Le même problème au Bénin, je crois. Au Bénin aussi, il y a quelques années. Donc, si vous voulez, bon, on a l'impression parfois que les statuts sont faits pour les hommes. Hein, c'est parfois cette impression qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut faire des statuts qui ne tiennent pas compte, si vous voulez, de la position d'un président ou de qui que ce soit. Hein, des statuts vraiment, je dirais, neutres, hein, qui prennent en compte l'intérêt de notre football. Et je crois que si la CAF, et il me semble que le projet est assez avancé, et je crois que la commission devra, c'est ce qui a été écrit dans la décision que j'ai signée, devra prendre attache avec la CAF et la FIFA pour voir dans quelle mesure ce projet-là pourrait être une chose acceptée et mise en œuvre au Burkina. D'accord, sinon ma question suivante c'était de savoir quelles allaient être les réformes majeures qui allaient être introduites pour faciliter les interprétations et les applications de ces textes-là. Parce que bon, le président prend une décision, après on dit qu'il n'a pas le droit, même si, bon, c'est lourd aussi. Je dis quand on explique par moment même, c'est lourd et c'est difficile parfois à comprendre. C'est ce que je disais, il y a le mode d'élection du président, il y a les pouvoirs du président, il y a aussi les pouvoirs du comité exécutif, il y a le rôle des clubs, les championnats. En fait, si vous voulez, c'est vaste. Mais ce qui pose problème, vous l'avez vu, c'est les pouvoirs accordés au président. Je pense que c'est un des aspects, je pense, qu'il va falloir vraiment regarder. Et comment on en est arrivé là, puisque vous n'êtes pas nouveau dans le football? Oui. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à avoir des textes comme ça? Bon, c'est facile pour moi de dire que je les ai trouvés. Parce que, vous les avez trouvés, mais ça ne me dédouane pas. Comme je le dis toujours, il faut toujours assumer ses responsabilités. Et je pense que ces textes-là, pour ce que je sais, je crois que ces textes n'avaient pas été suffisamment discutés, je crois. Je pense que c'est ça un des gros problèmes, si vous voulez, de ce statut-là que nous avons. Parce que lorsque nous parlons avec certains acteurs de notre football, ils sont même surpris de ce que ces textes-là aient été adoptés. Oui. Donc, je crois qu'il aurait fallu, si vous voulez, un large débat, un large consensus avec les clubs, des concertations, hein, pour recueillir les avis des uns et des autres. Et c'est ça que nous allons faire. Hein, la démarche va changer. Il y a certes une commission en place, mais bien sûr, lors d'une assemblée générale, ce texte va aller au niveau des différentes structures de la fédération, c'est-à-dire les clubs, les ligues, etc., qui vont les amender, qui vont apporter les corrections. On va les retoucher donc au niveau de la commission et ces textes-là seront encore rediscutés en assemblée générale. Je pense que c'est important. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura des textes vraiment consensuels. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des textes simples, avec une lecture, si vous voulez, facile. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est tellement compliqué à lire et interpréter que pour le monde du football, c'est parfois difficile. Donc il nous faut des choses limpides, claires, donc qui permettent des interprétations vraiment sans embâche. Et je pense que la Commission va certainement y travailler. Il faut y travailler pour améliorer la gouvernance au sein de la Fédération burkinabé de football. Nous recevons aujourd'hui au tribunal de l'actualité Lazare Bansé. Il est le président de la Fédération burkinabé de football. Nous parlons donc de la gestion de la Fédération du football national des étalons. Geoffroy Vara.
Oui, et quand on parle au moins des 2 ans que vous avez déjà passé, on le met sous le prisme de ce qu'on a pu glaner comme avantage, acquis, puis sur quoi encore on doit travailler. Pour beaucoup, dans la gestion, beaucoup de choses doivent changer, peut-être, mais en tout cas, ça doit se remarquer en termes de résultats. Concrètement, quand nous on continue de regarder les journalistes, chaque vendredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans ce cas il y a les matchs, on voit que les gens peinent encore à venir remplir nos stades. Ça c'est un. Il y a aussi le jeu qui est donc servi quand on regarde la plupart des compétitions sur le continent. Pour ce qui est de nos clubs, je pense qu'il y en a un seul qui est arrivé en phase de groupe. Voilà, les autres, ça n'a pas été plus reluisant. Quand on voit, bon, on peine beaucoup. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fait que, comme vous le disiez en introduction, chacun est président de la fédération, chacun semble aimer notre football, mais on a du mal à faire de cela quelque chose qui soit un vrai business qui fonctionne, tant et si bien que quand de l'argent tombe après une compétition, il faut aller même payer du crédit, il faut aller faire ceci, il faut aller faire ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je crois que le véritable problème de notre football aujourd'hui, c'est son financement. Et le modèle économique que nous avons aujourd'hui de notre football, de notre fédération, des clubs que nous avons, c'est le problème de financement. Je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les difficultés que nous avons à pouvoir organiser les championnats chaque année, c'est vraiment une gageure pour organiser le championnat. Mais on ne sait pas pour le faire. Donc lorsque vous avez ces difficultés-là, est-ce que vous avez le temps de planifier, de réfléchir et de proposer des réformes lorsque vous êtes dans des urgences chaque jour? Ça c'est un. Les clubs eux-mêmes, lorsque vous les prenez le cas des clubs historiques, l'Asfa Yenenga, le Faux, regardez leur classement aujourd'hui dans ces championnats-là. C'est des clubs qui ont été pris en charge depuis longtemps par des personnes physiques. Mais il arrive un moment où ces personnes physiques-là sont épuisées. Et c'est ce qui arrive pour ces clubs-là. Elles ont été prises en charge par des bienfaiteurs qui ont permis à ces clubs-là de résister et d'être à flot. Mais aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là sont à la retraite. Et on n'a pas eu des gens capables de pouvoir les remplacer. Donc les clubs n'ont pas d'argent. Donc quand je discute avec les présidents de clubs, ce que je peux dire, c'est un véritable sacerdoce aujourd'hui que d'être président d'un club. Puisque vous n'avez pas de sponsor. Bon, les subventions de la CAF, de la fédération, c'est vrai, il y a la bourse, tout ça, mais est-ce que ça suffit pour entretenir un club? Je dirais non. Parce qu'en réalité, nous avons un championnat professionnel, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un vrai championnat professionnel. Pourquoi? Parce que les joueurs sont payés. Et la plupart des joueurs, c'est pas comme il y a 15-20 ans, du temps de SAP, qui travaillaient dans des entreprises et qui venaient jouer au football. Aujourd'hui, les joueurs, ils se consacrent à leur football, hein, et ils sont payés pour ça. Et chaque mois, c'est une difficulté supplémentaire pour les clubs de pouvoir assurer les salaires. Donc, si nous ne réfléchissons pas, et ça c'est important, et ça c'est pas la fédération seule, si vous voulez, c'est certainement avec l'État qu'il va falloir réfléchir pour voir qu'est-ce que nous voulons pour notre football. Est-ce que nous voulons un championnat attractif? Si nous voulons un championnat attractif, quelles sont les mesures et les décisions qu'il va falloir prendre? Et ça, c'est une véritable problématique qu'il faut poser, pas seulement à la fédération, mais au niveau national. Il y a aussi la question des infrastructures. Lorsque vous regardez notre championnat, les difficultés que nous avons à trouver des stades pour organiser les matchs. Prenez le cas de Koudougou. C'est vraiment, en tant que président, c'est vraiment difficile pour moi de voir des matchs se dérouler sur des terrains nus. Ça s'est passé aussi à Koupéla l'année dernière, avant que Koupéla ne descende en deuxième division. Et il y a beaucoup de nos matchs comme ça qui se jouent dans ces conditions-là. Donc si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes pour poser les vrais problèmes, pour voir quelles sont les solutions qu'il faut avoir, qu'il faut mettre en place, ce sera difficile d'avoir un championnat attractif parce qu'il y a des prérequis qu'il faut mettre en place. Et c'est ce que certains pays sont en train de faire. Et je cite le cas du Bénin. Le Bénin aujourd'hui a mis en place un système qui prend en charge directement à partir de l'État, les arbitres, les salaires des joueurs. Bon, il y a des subventions qui sont mises en place, il y a une politique qui a été mise en place avec un projet de 20 à 22 stades dans les régions au nord.
Et j'en ai vu déjà 5, 6, 10 qui sont fonctionnels, donc qui permettent aux gens de jouer au football dans des conditions agréables. Si vous n'avez pas d'infrastructure, comment pouvez-vous jouer au ballon? Je trouve déjà que les résultats que nous avons, je trouve qu'en termes d'efficacité, ils sont extraordinaires par rapport aux moyens que nous avons. Les étalons, quand vous les prenez aujourd'hui, c'est vrai que la plupart jouent à l'extérieur, mais ils ont commencé par notre championnat. Pour l'année 2022, nous sommes classés 4e meilleure nation africaine. Par rapport aux résultats que nous avons eu en 2022. Et bon, pour l'ensemble, nous sommes 10e nous sommes 10e meilleure nation du football au niveau africain. Au niveau africain, oui, c'est ça. Et les 5 derniers matchs que nous avons joués contre des grands pays. La RDC, par exemple, c'est un grand pays de football qui a des moyens que nous n'avons pas. La Côte d'Ivoire, c'est pareil, que nous avons battu. Nous avons battu la RDC. Et là, on est premier de notre poule. Après deux matchs, il en reste 4 avec 6 points. Celui qui nous suit directement en a 3, le Cap-Vert. C'est pour vous dire que je suis parfois surpris des résultats qu'on a par rapport aux moyens dont nous disposons. Je ne dis pas qu'on ne met pas les moyens, je reconnais ce que l'État fait. L'État assure la prise en charge des primes des étalons, les déplacements. Je remercie vraiment le ministère des Sports pour ça. Mais au niveau des infrastructures, c'est compliqué. Vous savez que depuis 2 ans, on ne joue pas chez nous. Et c'est une vraie problématique. Et je l'ai constaté lorsque nous avons joué le CHAN, un match aller-retour contre la Côte d'Ivoire. Nous avons joué à Agadir dans des conditions compliquées. Lorsque vous ne jouez pas chez vous, comment voulez-vous vous qualifier? C'est difficile. Ça a été pareil pour l'AS Douanes, qui a joué ces 2 matchs à l'étranger. C'est pour le RCK, c'est pareil. Pour les espoirs, j'ai eu un cri de cœur lorsque on est allé jouer au Bénin, parce qu'on n'avait pas de stade. Bon, c'est nous qui recevions. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les spectateurs au stade au Bénin supportaient l'équipe adverse, alors que c'est nous qui recevions. Vous voyez? Donc, toute cette problématique, toutes ces questions qui se posent à nous, je pense qu'il va falloir un jour quand même qu'on s'asseye, peut-être pour les résoudre, parce que nous avons le potentiel. Nous avons un peuple qui est amoureux de son football. Et nous avons surtout des dirigeants au niveau le plus décentralisé, les clubs, les ligues, tout ça, qui sont passionnés de ce sport-là. Et je pense que c'est cette passion, à mon avis, qui tient et qui porte ce sport-là, malgré les difficultés, parce que nous avons des gens qui aiment ce sport, qui investissent dedans, de leurs propres moyens, qui créent des clubs, notamment des centres de football. Vous avez vu les centres de formation qu'on a eus, Salitas, Raimo, Majestic, Real du Faso, j'en passe. J'espère n'en avoir pas oublié. Je m'excuse pour ce que j'ai oublié. Mais vous voyez aujourd'hui qu'on a des résultats. Parce que la plupart des gens qu'on a pour les étalons, ils sortent de ces centres de formation. Vous voyez, si vous les connaissez, je ne vais pas les citer, ils sortent de ces centres. Et ce sont des gens qui ont investi dans le football. Pour des privés, je veux dire, qui ont investi parce qu'ils aiment. Ce n'est pas forcément parce qu'ils gagnent de l'argent, hein, je ne crois même pas, parce que je vois un peu comment c'est difficile tous les fins de mois pour pouvoir tenir les charges, mais ils sont là. Voilà, et c'est des gens à féliciter, et c'est des gens vraiment qui apportent beaucoup à notre football. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Voilà. Je fais une autre question. C'est que quand je regarde, il y a les étalons A, qui sont une fierté en termes de performance et tout. On peut faire mieux, ça je vous le concède. Tout à fait. Et on devrait attendre aussi beaucoup. Mais il y a notre championnat national qui, après le fait, et ça aussi c'est salutaire, qu'on puisse quand même aussi tenir tout jusqu'au féminin, ce qui est déjà bien. Mais quand on regarde, ce qu'on apprend, c'est des salaires qui ne sont pas payés à temps, ou avec des arriérés, quelquefois des joueurs qui disent on va même pas jouer. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et même les terrains, on y va, on regarde. Ça, c'est l'autre brèche que je fais. Vous avez, je pense, écrit une lettre pour la question de Bobo, Wobi éclairage. On voit réfection stade municipal, ça tarde, et même on apprend encore qu'il y a d'autres difficultés. Vous avez écrit une lettre en son temps parce qu'il y avait un membre de l'ancien bureau qui avait cumulé près de 90 millions de francs CFA de marché, et quand on regarde derrière, il y a encore des problèmes. Bon, c'est ça aussi quand on parle de notre football national. Non, mais bon, je ne veux pas juger notre football sur ces faits-là, c'est des faits passés. Bon,
je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand vous avez parlé d'infrastructures, mais il faut savoir que nous sommes les utilisateurs des stades et des infrastructures, mais ce n'est pas les fédérations qui construisent les stades. C'est ça. Dans certains pays, les stades sont construits par les clubs, parce que c'est les entreprises. C'est géré comme des entreprises avec de gros moyens, de gros sponsors, de gros budgets. Si vous prenez par exemple le Lyon, il a son stade, le PSG a son stade qu'il veut acheter, la plupart des villes avec les mairies. Il y a un modèle économique, si vous voulez, qui est mis en place et qui fonctionne. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas ce modèle économique accepté, agréé entre les acteurs de football et l'État. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de contrat social, c'est ce que moi je demande, entre l'État, la fédération et les acteurs de notre football, pour qu'on puisse mettre en place ce modèle économique vertueux qui va permettre à nos clubs de s'en sortir. Parce que s'il n'est pas mis en place, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre football, il est géré un peu le nez sous le guidon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque année, il faut organiser un championnat. Vous l'avez dit, mais quel championnat? Donc, vous parlez des infrastructures, le stade Roby, tout ça, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Nous sommes les utilisateurs. Mais les stades sont mis en place, sont construits par les États. Parce que dans l'état actuel de notre développement, pour ce qui concerne l'Afrique, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'État qui investit dans le football pour avoir les infrastructures. Ça, il faut que les gens le comprennent. Nous n'avons pas les moyens. D'ailleurs, vous l'avez dit, les gens ne vont pas au stade. Si vous n'avez même pas de recettes, comment vous allez pouvoir avoir des fonds? Si nous n'avions pas les recettes, les subventions de la CAF, de la FIFA et de l'État, on n'aurait même pas pu organiser notre championnat. Et je trouve là, c'est vraiment une responsabilité de la part de l'État. Et je l'insiste encore là-dessus. Il faut qu'on porte la réflexion à un haut niveau pour voir quel football il faut pour le Burkina. D'autant plus que vous l'avez dit, nous avons déjà des résultats, des prémices de résultats, mais avec des faibles moyens. Mais si nous avions des moyens plus que ça, peut-être qu'on irait à la Coupe du Monde. Alors, rapidement, avant de donner la parole au juge Bernard Bougma, je rappelle à nos auditeurs que c'est Lazare Bansé qui est notre convoqué du jour au tribunal de l'actualité. Vous avez évoqué la question des infrastructures, mais vous n'avez pas parlé du stade du 4 août, qui est notre joyau infrastructurel en matière de stade au Burkina. Ça doit être un défi pour 2023. La réception est annoncée, je crois, pour mars prochain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement sur ce stade du 4 août? Le stade du 4 août, j'en ai parlé indirectement. Quand je dis qu'on ne joue pas chez nous, vous savez que le stade du 4 août, c'est l'emblème, c'est l'arène des différentes sélections, notamment les étalons qui nous ont fait vibrer à plusieurs reprises. C'est vraiment je dirais, c'est un gros souci pour le président que je suis, qu'on ne puisse pas jouer chez nous, que les amoureux ne puissent pas voir leur star, qui joue bien, etc. Mais c'est pas à moi de répondre à cette question, parce que je suis l'utilisateur. La fédération utilise. Maintenant, quant à ce qui en est fait, les travaux, je ne peux pas répondre à la question, parce que je n'ai pas d'informations suffisantes là-dessus. Mais ce que je souhaite, c'est que les travaux finissent rapidement, parce que les joueurs, même, c'est une question qu'ils posent de façon récurrente. Il faut qu'on puisse jouer chez nous, parce que forcément, ça joue sur nos résultats. Et j'ai donné un exemple la dernière fois, vous savez, lorsqu'on a joué les éliminatoires du mondial, moi, je suis persuadé d'une chose, si on avait joué chez nous, je ne dis pas qu'on serait allé au mondial, on aurait été au moins premier de notre poule pour le second tour. Vous voyez? Parce qu'on a joué tous nos matchs à l'étranger et on n'en a perdu aucun. Et on s'est retrouvé, je pense, deuxième de la poule à 12 points et à 2 points de l'Algérie, que nous avons failli battre à Marrakech. Parce que l'Algérie, ce n'était pas un foot de guerre. Mais si ce match, et j'en suis persuadé, et les joueurs le disent, si ce match avait été joué, je pense, au stade du 4 août, je pense qu'on aurait pu... Un effet psychologique majeur. Bien sûr. Je vois que le juge Vara veut prendre la parole, mais on va plutôt laisser le juge Bougma s'exprimer. Oui, en fait, en matière d'infrastructure, effectivement, c'est le ministère qui s'en charge, ce n'est pas la Fédé. Moi, je voudrais savoir si... Ce n'est pas le ministère, il y a une nuance, c'est l'État. L'État, bon, voilà, c'est deux choses différentes. Donc, l'État, à travers son ministère de sport. Non, il y a les finances qui interviennent, il y a les infrastructures, vous savez, il y a tout ça. Il y a beaucoup de ministères qui interviennent. Il faut faire attention. C'est pas le ministère des Sports forcément. Non, le ministère des Sports a la tutelle, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'intervenants quand même. La paie des joueurs, c'est quel ministère qui assure ça dans son budget?
Vous parlez de quels joueurs? Les joueurs... les étalons. Oui. Vous parlez des primes? Oui. Non, c'est les finances qui assurent ça, mais bien sûr, le ministère de l'Espoir qui assure la tutelle, c'est elle qui en assure la gestion. Justement, moi je parle de la tutelle. Par rapport, parce que quand il y a vigie des chantiers, c'est le ministre des Sports qui parle. Bien sûr, moi je parle de la porte d'entrée. Donc je sais que c'est l'État qui finance tout, mais je parle de la porte d'entrée. Et donc, maintenant, les infrastructures, c'est l'État qui s'en charge. Alors que c'est une association, la preuve, quand après les compétitions, quand l'argent rentre, l'argent c'est pour la Fédé. Mais maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas la fédération elle-même qui s'occupe des infrastructures et que c'est laissé à l'État. Est-ce que si c'était la Fédé qui avait cette responsabilité, on serait à ce niveau-là? Bon, comme ça, c'est une. Je comprends ce que vous voulez dire. Assurer la gestion des infrastructures. Ah oui. Non, c'est pas le modèle que nous avons choisi. Il y a un office aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est Logis, non, qui s'occupe de la gestion des stades. Bon, ça ne me gêne pas que ça se passe comme ça. Nous, ce que nous souhaitons, que ce soit géré par l'État, la Fédé, Logis ou tout autre organisme, c'est la disponibilité des stades et la qualité des infrastructures. Ça, c'est important. Depuis de nombreuses années, on a choisi ce modèle qui peine à prendre. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le modèle courageusement? C'est ça, en fait, c'est moi ma préoccupation. J'ai l'impression que c'est le modèle lui-même qui doit avoir un problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui, et ça vraiment c'est ma pensée. Après les 2 ans que j'ai passé à la fédération, si nous continuons comme ça, on va continuer de tourner en rond sans résoudre les problèmes. Il va falloir qu'un jour on s'asseye, c'est-à-dire la Fédé, l'État, vous l'avez dit, le ministère des Sports, puis tout autre ministère qui pourrait être associé, pour se poser la question de savoir quel est le football que nous voulons pour notre pays. Parce que c'est une passion commune que nous avons pour notre peuple. Notre peuple aime le football. Lorsque les étalons jouent, il n'y a pas de place au stade. Lorsque les étalons jouent, il n'y a plus personne dans les rues. Vous avez constaté, les gens sont chez eux à la maison. Quand les étalons gagnent, c'est l'explosion de joie partout, avec des accidents. Vraiment, c'est pas ce que nous souhaitons. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'il y a une passion pour le football. Et c'est le sport roi. Donc il va falloir un jour qu'on dise, voilà ce que nous voulons pour notre football, comme ce que certains sont déjà en train de faire dans d'autres pays africains, parce que si nous n'y prenons garde, on va être les derniers un jour. Vous savez, depuis 1998, on n'a plus investi dans les infrastructures, on n'a plus réfléchi. En 1998, ça a été le point de départ de notre football. Vous le savez, lorsqu'on a organisé la CAN ici, à l'époque, tout le monde nous battait, 3-0, 5-0, mais vous avez constaté que depuis 1998, après qu'on ait organisé la CAN, on a quand même eu des infrastructures. Les terrains d'entraînement qui ont été cédés au club, le stade du 4 août qui avait été rénové, le stade Obi qui a été construit, le stade Issoufou Konombo qui a été rénové. Donc on avait tout, mais on a dormi. On a dormi sur nos lauriers et depuis 1998, on n'a même plus posé une seule pierre pour quelques infrastructures que ce soit. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le temps peut-être de faire une pause et de réfléchir. Et c'est ce que j'ai dit à tout ministre qui arrive, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre football. C'est vrai qu'on veut des résultats. On dit, bon, les étalons doivent gagner. C'est ce que je disais, c'est presque une surprise qu'ils gagnent avec, si vous voulez, des moyens comme ça. Mais est-ce que ça va continuer ? C'est la question que je me pose. Alors, moi, je me pose cette question parce que pour moi, c'est un modèle qui, en principe, devait prendre. Est-ce qu'ailleurs, il y a des pays qui continuent avec ce modèle ? Non, ça bouge. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, après la CAN, ils auront 6 stades, avec des stades annexes. Non, je parle de modèle. Est-ce qu'ils ont le même modèle que nous ? Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, si je vous donne le budget de la Fédération ivoirienne de sport, c'est le budget, pardon, de la FIFA, pardon, de la Fédération ivoirienne de football. C'est même pas le budget de notre ministère des Sports. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a quand même avant la CAN, ils avaient quand même certaines infrastructures. Moi, je cite le cas du Bénin, où il y a de grandes réformes qui sont en train d'être faites, parce que le Bénin, ce n'est pas une grande nation de football. Mais ils ont réfléchi et ils se sont posé la question de savoir comment devenir une grande nation de football. Et à partir de ce postulat-là, ils ont
posé des actes, ils ont mis en place un programme qui va leur permettre d'arriver, et ça passe forcément par l'organisation d'un championnat, vous l'avez dit, de référence, de haut niveau, et aussi par la mise en place d'infrastructures vraiment qui permettent aux gens de jouer. Si la CAF aujourd'hui a dit qu'il ne faut pas qu'on joue dans ces stades, ils ont raison. Parce que depuis de longues années, on joue dans des stades qui ne sont pas aux normes et qui blessent même les joueurs. Quand vous avez un terrain, comment on appelle ça là, le terrain qui n'est pas aux normes, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs se blessent. Et c'est pour les protéger que la CAF a suspendu tous ces stades-là qui ne sont pas aux normes et obliger les États à avoir au moins un stade qui soit aux normes internationales. Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, j'imagine. Geoffroy Vara, je vois que vous voulez intervenir depuis. Oui, j'avais beaucoup de questions encore, mais oui, moi aussi, mais je vous donne la priorité. Je vais rester avec une seule. Oui. C'est que vous avez posé le problème du financement. On a eu la parenthèse Ligue 1 Lonabé. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté comme impact? Nous avons espéré qu'avec ce changement de paradigme, si vous voulez, c'est les réformes, mais malheureusement ça n'a pas pris parce que le financement n'était pas à la hauteur de nos espérances. Mais bon, on fait avec. Nous avions espéré en Côte d'Ivoire, la LONASI finance, je donne toujours l'exemple parce que c'est à côté, 400 millions de francs. Mais nous, je ne peux même pas vous dire ce que ça rapporte. Mais c'est déjà bien à prendre. Pourquoi vous ne dites pas? Mais non, je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens, mais non, si ça peut... C'est le football, c'est notre passion. Non, mais si... ne faites pas en sorte que il ne faut pas faire en sorte que le peu qu'on m'a promis, je le perde. Parce que donc, ça peut me permettre déjà de prendre en charge certains clubs. Moi, je suis réaliste, vous voyez. Je préfère ça que zéro. Je préfère ça que rien. Il y en a, c'est leur façon de voir le monde. Je préfère zéro que ce que tu me proposes. Moi, je ne suis pas comme ça. Si on me donne 1 franc, j'espère que l'année prochaine, j'aurai peut-être 2 francs. Je prends. Mais je ne dis pas que ce n'est pas assez, donc je ne prends pas. Non. Moi, je dis, vous me donnez 1 franc, ok, je prends. Mais l'année prochaine, je viendrai vous voir pour 2 francs. Et 3 francs, 4 francs. Et ceux qui vont venir après, ils auront peut-être plus. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de mettre en place ce cercle vertueux-là. Et c'est ce que nous avons commencé. Vous voyez, on a des problèmes de sponsors, etc. Si vous allez voir un sponsor qui vous dit qu'il ne peut que vous donner ça, vous vous fâchez, vous dites je refuse, je ne veux pas. Mais vous tirez une balle dans le pied. J'ai dit non, je prends. Même si ça peut permettre de financer déjà au niveau des subventions de 2, 3, 4, 5, 6 clubs, j'ai dit ok, je peux déjà financer quelques clubs avec. J'irai ailleurs encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à la hauteur de nos attentes. Ça, je peux vous le dire, c'est vrai. Mais je pense que c'est un début. Et je crois que si nous faisons la preuve aussi de la viabilité et de la solidité de notre championnat, certainement que d'autres sponsors viendront. Et c'est ça un peu ma réflexion par rapport à ce sujet-là. Et le naming Ligue 1 Lonabé, ça a suscité encore d'autres débats avec des propositions au nom. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 20 millions de présidents de fédérations de football, il y a 20 millions de comités exécutifs, il y a 20 millions d'entraîneurs au Burkina, chacun a son point de vue sur quoi que ce soit. Mais nous, on n'est pas fermés. Si les gens estiment que le nom, parce que il faut mettre un autre nom qui convienne ou qui... Il y en a qui disent face au foot et pourquoi tout. Pas. Mais si vous voulez, c'est conventionnel maintenant. Donc on est dans l'ère du temps. Donc j'essaie d'être dans l'ère du temps. En France, c'est Ligue 1, au Bénin, c'est Ligue 1, en Côte d'Ivoire, c'est Ligue 1, à c'est partout. Bon, je sais que nous, on est chauvés, on aime notre cocon, mais je dis toujours, il faut aussi avoir un esprit ouvert. Moi, je suis comme ça. Il faut qu'on pense aussi qu'on n'est pas que le Burkina, on est un pays ouvert à l'international. Donc, si vous dites Ligue 1, les gens savent que c'est la Ligue 1. Si vous dites face au foot, c'est vrai que ça... C'est le faso. C'est vrai, c'est le faso. C'est un débat. Moi, je ne suis pas contre. Hein. J'explique pourquoi on a pris cette décision. Maintenant, s'il faut revenir à ça, pourquoi pas? On reste ouvert. Voilà. On reste ouvert à la Fédération burkinabé de football. Malheureusement, le temps est passé très très vite sur ce stade-là. On n'a pas eu l'occasion ni le temps de parler du championnat national qui est arrivé à mi-parcours. Les matchs retour, je crois, commencent dès ce vendredi. Ouais. Actuellement, c'est l'AS Douane qui tient la corde et le tenant du titre, le RCK, est à la 4e place du classement à la mi-saison. Ainsi s'achève donc cette audience du tribunal de l'actualité, la 5e et dernière de la 2e semaine de l'année 2023. Nous avons évoqué au cours de cette audience les ombres
et les lumières du football national avec Lazare Bansé. Lazare Bansé est le président de la Fédération burkinabé et de football. Merci d'avoir honoré notre Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci au juge, Bernard Bougman était là. Merci, président. Et puis Geoffroy Vara aussi. Merci, président. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Emi Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Quant à vous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, merci encore pour votre fidélité et pour votre attention. N'oublions pas que nul n'est si mauvais qu'il ne vaille rien, et nul n'est si bon qu'il soit dépourvu de faute. Mais prenons toujours soin les uns des autres, et en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.